de l'insécurité tout proche de nous, dans la cité ici à Douala, c'est dans la cité des Palmiers, une bande de 15 jeunes menaces pillent les bars entre 3h et 4h du matin. On commence à prendre peur de ce côté. On commence à prendre peur, c'est le quartier de de façon. Donc ils ont pris en otage toute une rue très fréquentée. Mais s'ils viennent chez eux, ils n'ont rien trouvé et sa bouteille de gaz est même finie. Ça finit bon. En tout cas, ils ont tenu à respect tout le monde pendant 1 heure de temps avec des couteaux et ils ont pillé des bars, ils sont repartis. Et là où ça a énervé la population qui sont restés au garde à vous hier, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient revenir. Ils ont poussé. Ils ont donné rendez-vous. Oui, ils ont donné rendez-vous après avoir pillé tous les bars, passé en revue tous les bars, tabassé tout le monde au passage. Ils ont dit qu'ils allaient revenir. Et ça nous rappelle toujours en fin de semaine dernière une autre scène d'insécurité, toujours dans la 5e. Là, nous sommes à BP Cité où en plein jour, des malfrats ont planifié, bien sûr, des cambriolages en série. Heureusement, nos forces de défense ont rapidement réagi et 6 d'entre eux ont été tout simplement maîtrisés. Allez, maintenant, parlons d'autre chose et parlons un tout petit peu de sport avec l'équipe nationale du Cameroun féminine qui se qualifie pour la CAN de leur genre. Ce sera donc en novembre au Ghana. Ils ont battu 5-0 le Congo. Ton Congo, malheureusement, battu à l'aller et retour par le même tarif, le même score, 5-0. Ça fait 10-0. Ça fait 10-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Le Cameroun, donc finaliste de la dernière CAN qui s'est jouée ici, se qualifie pour le Ghana. Et on peut se rassurer que Joseph Doko, après... Et espérons justement que le Nigeria n'obtienne pas ce jour sa qualification parce que le Nigeria joue aujourd'hui. Même si le Nigeria a une courte avance 1-0, je crois que c'est chaud là. Oui, donc on espère que le Nigeria ne sera pas qualifié pour le Cameroun et des chances. Et il faut alors dire à vos filles d'aller plus loin que la finale. Elles ont déjà été finalistes 2 fois, 2 éditions. Maintenant, il faut gagner. Toujours face au Nigeria. C'est trop. Il faut gagner une fois. Il faut au moins gagner. Il faut qu'il n'y ait pas le Nigeria pour gagner. Parce qu'être finaliste, elles ne font plus d'efforts. Maintenant, il faut gagner. Mais tu as l'épouvantail nigérien qui n'est pas facile. Mais tiens, il faut dire à ces filles d'aller au-delà d'être finaliste. Il faut au moins la médaille d'or pour une fois. Elle se prépare. Ça va se faire. Et maintenant, au niveau de la FECAFOOT, qu'est-ce qui se passe avec l'entraîneur? C'est compliqué. Vraiment, il n'y a plus de communication. Il y a eu une shortlist de 3 entraîneurs qui a été retenue. Les noms sont très avancés. Toujours des noms camerounais? Non. Pas de Camerounais. Pas de Camerounais. Alain Giresse, Peter, Toshak, et on parlait également de Kiros, même si on sait qu'il est à la tête de l'équipe de l'Iran. Mais aux dernières nouvelles, Toshak a abandonné. Il dit que je suis fatigué d'attendre. Il s'est engagé avec un club turc. Il est fatigué d'attendre. Oui, il est fatigué d'attendre. Il s'est engagé. Et le club turc lui a donné jusqu'à vendredi pour donner sa dernière décision. Il a dit que un tient vaut mieux que 2 tuera. Donc maintenant, c'est Giresse qui est très bien parti pour être un nouvel entraîneur. Mais même si. Après avoir entraîné le Gabon, il va entraîner le Cameroun. Mali même, lui qui avait contesté la qualification du Cameroun pour. C'est ça. C'est la Coupe du Monde 2010. Mais tu sais que généralement, ce n'est pas celui qui est dans la shortlist qui est souvent un premier entraîneur. Oui. On a vu ça à plusieurs cas. On peut faire ça, mais finalement, un nom. Sort de nulle part. On compte nous sortir qui cette fois-ci? Sur haute instruction. Ah d'accord, encore le président de la République. Haute instruction. Il est toujours piqué dans les affaires de football. Alors ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas de lumière à Bomba et ils commencent à s'en plaindre. On se comprend tellement bien. Avec tous ces meetings de motion de soutien, ça fait 6 mois qu'il n'y a pas de lumière dans la ville d'Abomba. Dans le département du Oignon, là-bas on broie vraiment du noir. Et ici à Douala, ça fait 3 semaines qu'un quartier, le quartier Yassa, n'a pas d'eau. N'a pas d'eau. Et qu'est-ce qu'on dit à Kamwata? On dit rien, mais c'est ce qui avalait la CDE. Et on a salué, on a renationalisé, on a salué, mais il ne dit rien, il ne communique pas. C'est un peu comme les provinces et les régions, ça n'a rien changé. Voilà, tu comprends. D'accord, on change tout de nom. C'est seulement le nom qui change. Donc, il y a de plus en plus une crise énergétique, mais alors très très grave. Pourtant, on était content, on a salué la renationalisation et on a salué également des mesures et même les injonctions. Et c'est ça que le président de la République maintenant, c'est par délai qu'il dirige. Il a donné 2 semaines à Timébuna pour qu'il n'y ait plus les innovations. Ah, il y a 2 semaines. 2 semaines. C'est déjà moins de 2 semaines. C'est qui fait les inondations à Yaoundé. Il lui a donné 2 semaines et tu as vu 2 gros ministres aller sur le fleuve Mfundi pour rapidement trouver une solution. Donc quand le président parle, au moins que... Allez, maintenant, on reparle du sport. On a joué hier pour le compte de la 24e journée à Limbé. Astre de Douala a battu Union 2-0. Encore Union de Douala 2-1, pardon. À Bafan, Unisport fait jeu égal avec Feuche de Banjul 0-8 partout. À Bamenda, Yon Sport a fait jeu égal avec Coton Sport 0-8 partout. À Bancomo et Ding, les amoureux de la Léquier ont fait jeu égal avec Dragon 1 but partout. Toujours un jeu égal entre
APG de Fou et Bamboutos de Mbouda, sa bête noire, 0 but partout. Colombe du Jaïlebourg a battu Stade Rena de Mélon 1 but à 0. UMS de Loum a fait jeu égal contre New Stade de Douala, 0 but partout. Yaoundé Football Club a été battu par AS Fortuna de Yaoundé, toujours 0 but contre 1. Et Fauveau de Baham a écrasé Eldorado de la Mémoire, 3 buts à 0. Premier au classement, c'est Coton Sport, 49 points. Deuxième, UMS de Loum, 41 points. Troisième, Yon Sport Academy de Bamenda, 37 points. Quatrième, Feutieux de Banjul, 35 points. Cinquième, Fauveau de Baham, 35 points. Sixième, New Stade de Douala, 34 points. Septième, le brave Bamboutos de Mbouda, 34 points. Oui, bravo. Huitième, Unisport, 33 points. Neuvième, AS Fortuna, c'est 33 points. Dixième, Union de Douala, 32 points. Onzième, Stade de Rena, 32 points. Douzième, les amoureux de la Ligue FC, 32 points. 13e, APGS, 31 points. 14e, Astre de Douala, 28 points. 15e, Dragon, 26 points. 16e, Colombe de Sambélima, 25 points. 17e, Yaoundé Football, 20 points. Et 18e, Aigle de Tchang, 20 points. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, lorsqu'un club tout nouvellement promu en élite est champion une année, l'année d'après, comment ça tutoie les profondeurs? C'est le cas d'Eding. Qu'est-ce qui se passe? Le président vend les jours après, il fait quoi? C'est le mystère du football, très compliqué à comprendre, justement. On jouera la prochaine journée, la 25e. Elle devra rencontrer à Yaoundé Football Club. Union sera face à Unisport. New Star face à Coton Sport. AS Fortuna face à Eding. Feutieux FC face à UMS, pardon. Fauveau face à Astre. Yon Sport Academy de Bamenda face à Colombe. Dragon crachera le feu face à Bamboutos. Stade Rena face à APGS de Fou. Voilà donc les combinaisons de la prochaine journée du championnat. J'annonce que nous avons Akere Mouna dans ce studio. Et notre invité, juste après la pub, on va se consacrer au candidat. Maître, bonjour et bienvenue encore. Merci, c'est un plaisir d'être là. C'est très gentil à vous de m'inviter. Merci. Alors, la question qui me vient à l'esprit à l'instant, pendant ce temps, je te propose les questions 678 82 par 83 par SMS ou par WhatsApp. Moi, j'ai les miennes. Qu'est-ce qui vous amène en politique? On sait que votre frère Bernard Mouna est un acteur politique majeur au Cameroun. Il a un parti politique, il a même des conseils municipaux. Votre sœur cadette, Amatoutou Mouna, est membre du Rassemblement démocratique au Cameroun, du RDPC, un frère dans l'opposition, une sœur dans le parti au pouvoir. Vous étiez resté jusque-là au milieu, un peu le médiateur de la famille. Et avant un père dans la politique. Un père dans la politique, voilà. Alors maintenant, un frère dans l'opposition, une autre dans le parti au pouvoir, et vous étiez resté au milieu. Et maintenant, vous engagez en politique. Qu'est-ce qui vous amène en politique? Je pense qu'il faudrait rectifier un peu. Engager dans la politique maintenant, c'est pas complètement vrai. Depuis les années 90, j'étais membre actif du SDF. D'ailleurs, les statuts, c'est moi qui les ai rédigés. Je suis très actif dans le SDF. Et puis, jusqu'au été chargé de tous les litiges électoraux. Donc, j'étais vraiment engagé. Il est vrai qu'après cette période de 92, j'étais assez déçu par l'attitude de l'opposition, n'est-ce pas? Et par le fait que notre pays avait une grande chance, parce que l'opposition avait une majorité au Parlement, n'a pas su négocier ce tournant. Et puis, je me suis donc retourné de mon côté vers la société civile pour travailler dans mon métier par la suite dans le camp de la corruption. Donc, lutter contre la corruption sans faire la politique, c'est quelque chose de difficile. Donc, j'ai fait la politique comme membre de la société civile, et je le fais toujours comme membre de la société civile. Mais alors, vous avez été déçu par l'opposition, vous avez quitté le SDF, pourtant, alors, vous avez été déçu par le SDF ou par l'opposition dans son ensemble? Par l'opposition dans son ensemble. Parce que dans les années 90, dites-vous bien que l'opposition avait une majorité au Parlement. Mais ils ont décidé de partiser avec l'État, ce qui a fait éclater l'opposition. À l'époque, l'UNDP avait 68 députés. Donc, je n'ai pas compris pourquoi, avec toute cette force qu'ils avaient au Parlement, les choses auraient pu changer, mais voilà. Mais Batoni, ça veut dire que vous êtes un farouche adversaire du régime en place depuis longtemps? Je suis un farouche, un fervent combattant pour le Cameroun. Mais cela n'empêche quand même que vous, parfois, dans le cadre de votre profession d'avocat, vous avez été sollicité par l'État pour défendre sa cause. Cyril, l'État c'est qui? L'État c'est nous tous. Oui, justement, voilà. Mais qui vous avez le mandat? Mais le mandat. Les partis au pouvoir, les acteurs du parti au pouvoir. Écoute, je pense que c'est le paradoxe que nous avons. L'attitude des uns confond, n'est-ce pas, le parti au pouvoir avec l'État. L'État c'est vous, c'est moi, c'est le peuple. Et chaque fois que j'ai été appelé à constituer, n'est-ce pas, à servir l'État, je l'ai fait. Et dans les cas où je suis très fier de l'avoir fait, je l'ai fait à Londres, j'ai sauvé toute une ambassade qui a été vendue aux enchères. Donc c'est une fierté. Donc je pense que c'est vrai, l'attitude des uns
donne l'impression qu'on aurait confisqué l'État, ça appartient à certains, mais on est là pour démontrer le contraire. Mais justement, vous avez fait une sortie médiatique sur Canal 2 International dans l'émission L'Arène en octobre 2006, lorsque Boris Berthold avait publié son livre L'avion du président. Dans ce livre-là, il vous cite là-dedans comme étant celui qui a défendu la cause de l'État, et l'argent devait être remboursé, et puis un avion devait être donné. Alors, restons sur ce volet seulement, avant de parler de l'émission elle-même. Mais où est l'argent de l'avion? Puisque après il y a eu un procès au Cameroun qui a conduit Marafa en prison avec Michel Fotso. Pourtant, vous avez défendu d'autres sujets. Justement, je pense que dans l'esprit des Camerounais, on fait une confusion entre l'avion qui a été loué, la tentative d'acquisition d'un avion, et le fait qu'il y a eu des sommes d'argent avancées à travers la Camer pour acquérir un avion. On fait un amalgame de tout, et puis on ne sait pas ce qu'il y a. J'ai été constitué dans un départ pour faire une enquête, pour mettre la lumière là-dessus. Alors, la vérité, c'est laquelle aujourd'hui? Puisqu'on a eu 2 procès, un procès aux États-Unis, un procès ici, le Cameroun qui gagne là-bas et condamne 2 de ses fils ici, finalement. Ce sont des procès sur des faits différents. Hein, sur des faits différents. L'État sait pourquoi il fait le flou. J'ai fait un rapport. Et je veux dire ce que j'ai dit à vos confrères. C'est pas très éthiquement correct, n'est-ce pas, de commenter le dossier que mon client vous a remis. Oui. Donc, les fruits de mon enquête, ce que j'ai trouvé, le contenu de cela, je ne peux pas, sous un plateau de télé, commencer à vous dire, cela, je ne suis pas en commentaire. Je l'ai eu parce que j'avais un mandat. Donc, souffrez donc que je ne puisse pas aller dans des détails. On vous le conseille de Batonia Keremona. Sur le plateau de Canal 2 en octobre 2006, vous déclarez, dans cette affaire de l'agent du président, vous étiez face à un certain Cabral Libi. Vous avez déclaré que vous ne vous mettrez jamais face à Biya dans une élection présidentielle quand on vous a demandé si vous aviez des ambitions politiques. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que 2 années plus tard, enfin, je sais pas, 12 années plus tard, je ne sais plus trop exactement, vous soyez là aujourd'hui à challenger le président Biya, qui sera forcément le candidat naturel de son parti, le RDPC? Ah, vous le savez. Et c'est ce que disent les statuts du parti, sauf s'il convoque un congrès pour ne plus être président du parti. C'est le président du parti qui est le candidat. Sauf si vous en savez plus que nous, dites-nous. Je ne sais pas, je dis qu'on saura les candidats quand ils vont être annoncés. Mais ça veut dire que vous êtes un peu dans l'antichambre du RDPC, vous savez ce qui va se passer? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, je regarde le texte, n'est-ce pas? Mais moi qui suis là, je peux être disqualifié, donc je suis candidat déclaré, certes. Les statuts du RDPC font du président Biya le candidat potentiel. Donc voilà, si vous regardez aussi les statuts de RDPC, vous savez qu'il y a plein de mandats qui sont expirés, donc ils ont des problèmes statutaires et autres. Donc je dis seulement que bon, ben voilà, on saura ceux qui sont les candidats quand ça va être annoncé. Comme le mien. Pour repartir sur la question de la reine, à l'époque, je l'ai dit 2 ou 3 ans, que je ne le ferais pas. Avec des données de l'époque. Donc vous avez déclaré que vous ne serez jamais face à présent au président Biya. J'ai dit que je n'entrevois pas être candidat contre le président Biya. Je l'ai dit parce que à l'époque, je ne voyais pas. Mais là, je vous dis, nous sommes au creux de la vague. J'étais encore en train de regarder, n'est-ce pas, le rapport sorti par la Banque mondiale le 25 mai de cette année. C'est désastreux. Confirme le fait que nous avons un pays corrompu, confirme le fait qu'on ne gagne pas les salaires que nous avons. C'est des faits désastreux. Vous regardez dans le nord-ouest, le sud-ouest, ce qui s'y passe, c'est vraiment triste. Donc, je veux faire partie de la solution. Et c'est triste de se mettre à l'écart parce que j'avais non, je ne mange pas comme ça. Alors, je pense qu'il faut que tout citoyen sache qu'il faut s'engager du côté du peuple, du côté de l'État. Ça veut donc dire que vous avez apprécié la situation, vous avez vu son évolution, et puis ça déclenche en vous quelque chose, de l'envie d'apporter la solution au problème des Camerounais. De faire partie de ceux qui recherchent la solution. Et justement, Maître Keremona, vous avez été quand même le patron, l'un des grands patrons de Transparency International. La corruption qui est le cancer du Cameroun, c'est un dossier que vous maîtrisez parfaitement. D'ailleurs, certains vous qualifient de candidat anti-corruption, celui qui viendra assainir un peu la gestion des mœurs publiques au Cameroun. Comment acceptez-vous ce qualificatif? Écoute, le candidat anti-corruption. Je l'assume. Mais pourquoi le Cameroun a du mal à mettre fin à la corruption? On a créé la CONAC, on a créé la NIF, on a toujours ces affaires de corruption, de détournement, ça va dans tous les sens. C'est quoi le problème? On demande aux voleurs, n'est-ce pas, de se censurer. On demande aux poissons de se briser. On demande, n'est-ce pas, aux poissons de voter
le budget de la leçon. Ça ne marche pas. J'ai ici devant moi le rapport de la Banque mondiale. Donnez-nous ce rapport. Et il dit clairement que nous avons un système qui est fait pour encourager la rente. Parce qu'il y a des avantages informels qui sont limités à une proportion réduite de l'État. Les compensations non salariées ne figurent pas dans le bulletin de paie. La distribution et paiement de ces indemnités ne font pas l'objet d'un contrôle systématique. Elles ne sont pas liées à la performance et encouragent de ce fait des pratiques de recherche de rente. Ce n'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Le niveau relativement bas de la masse salariale formelle masque l'existence d'un système de rémunération non salariale. Ça, c'est la Banque mondiale. Ça veut dire que nous avons un système qui est calqué purement et simplement sur la corruption. Et c'est grave, ça. Alors, l'un de vos collaborateurs à Transparency International pour l'Afrique est l'actuel président du Ghana. Exactement. Vous vous rencontrez souvent à Akufo-Addo? Écoute, c'est un ami il était avocat de longue date. Son père, avant lui, était président de la Cour suprême du Ghana. Il a fait l'intérim de la présidence du Ghana. Donc, on se connaît. On se voit, je dois dire, très fréquemment. Vous étiez à son investiture. C'est vrai. On s'est revus à l'OUA. Et il vous aurait avancé cette phrase: allez, qu'attends-tu? Mais écoute, j'attends le texte. Il vous voit président du Cameroun, le président du Ghana? Moi aussi, je me vois président du Cameroun. Vous, non? Justement, mais dites-nous, quelles sont vos motivations principales? Qu'est-ce qui vous motive? Mais écoute, je pense qu'on est dans un pays qui a écarté le peuple de sa gestion. Et c'est grave. C'est ça qui me pousse. Vous savez, j'étais hier à deux marchés. Sandaga, je pense, et aussi en Kouloulou. Avant d'aller en Kouloulou, j'avais cette idée qu'on peut booster l'économie textile en réduisant et m'arrêtant la vente des friperies. J'y suis allé. J'ai vu les Camerounais qui s'habillent à 500 francs. Je me suis dit, mince, si je ne venais pas ici, je n'allais pas savoir. C'est pas la politique qu'il faut appliquer. N'est-ce pas une guerre contre les friperies, c'est pas autre chose. Il faut avoir une économie sur le textile qui est calquée sur une zone franche qui fabrique pour exporter. Vous avez maintenant le bénéfice de l'économie d'échelle, ça augmente les fabrications pour l'exportation, ça baisse les prix. À ce moment-là, vous avez des économies qu'il faut avoir, mais s'attaquer à la friperie comme vous pensez, c'est pas possible. Il faut aller voir. Donc ça veut dire que nous réfléchissons en mettant, n'est-ce pas, le peuple à l'écart. C'est surtout ça. Quand j'ai arrêté, mis en guillemets, la pratique d'une politique partisane, j'ai demandé quel est le secteur qui a fait le Cameroun le plus. J'ai dit, c'est la corruption. La corruption, je dis toujours, affecte trois secteurs. C'est quasiment biblique. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes chrétien, oui, mais musulman, n'est-ce pas? Dans la Bible, c'est clair. Dieu enseigne, ou Jésus enseigne. Il y a l'enseignement. Il y a la guérison. Il y a le jugement. Même le jugement. C'est cela, c'est cela. Est-ce qu'on va garder un système où on a l'impression que c'est les personnes qui sont condamnées? Peut-être la présomption d'innocence. Je ne sais pas ce que la présomption d'innocence, mais de toutes les façons, la présomption d'innocence n'est pas un jugement d'innocence. Ça veut dire que vous êtes au point zéro. Mais si là, on vous met ambassadeur qui a certaines prérogatives, on a l'impression que vous êtes protégé. D'ailleurs même, vous bénéficiez de l'immunité. Certes pas dans votre pays, mais je pense que, on dit en anglais que justice must not only be done, but be seen to be done. La justice ne doit pas seulement être faite, mais on doit voir que la justice est faite. Et c'est le problème qu'on a ici. Même dans la lutte contre la corruption maintenant qui est décrédibilisée. Parce qu'on a l'impression que d'autres ont le droit d'être dehors, d'autres sont dedans. Donc c'est tout cela. C'est cette idée de penser que d'autres ont des avantages que d'autres n'ont pas. Quand la retraite, il y en a qui vont tôt, il y en a qui partiront dans le cercueil. Et toutes ces choses-là, c'est ça, n'est-ce pas, qui donne l'impression Camerounais que bon, on n'est pas tous pareils. Moi, je prends mon exemple, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je suis rentré de Londres en 1978, avocat, déjà inscrit au barreau de Londres. Quand je suis arrivé ici, parce que mes diplômes étaient des diplômes en anglais,
on m'a imposé ce qu'on appelait l'équivalence. Mais l'équivalence à quoi? L'équivalence à quoi? J'ai perdu 3 ans avant d'être inscrit au grand tableau. D'aucuns diraient que parce que j'étais anglophone. Mais qu'on arrête. Mais qu'on arrête. Je pense qu'on a bâti un système d'inégalité, n'est-ce pas? Des forts contre les faibles, des riches contre les pauvres. C'est le pape qui l'a dit. Hein. On juge un pays par la façon il traite les plus pauvres. Cyril, aucun monde, le jugement contre nous sera très sévère. Maître Akeremouna, si vous êtes candidat, si vous êtes élu, quels sont vos 10 chantiers prioritaires? Écoute, en l'état, nous avançons vers 200 000 Camerounais déplacés internes. Nous avançons maintenant vers 50 000 réfugiés au Nigeria. Nous avançons vers 40 000 enfants qui ne vont pas à l'école. Nous avons déjà plus de 50 villages de brûlés. C'est le sinistre total. Donc la première chose, c'est réconciliation et reconstruction. Première chose. Réconciliation et reconstruction. Voilà, ça, c'est essentiel. Bon. Par la suite, il faut complètement dépolitiser la fonction publique. Alors, il faut complètement dépolitiser. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on ne pourra pas avoir des inspecteurs d'impôts en campagne, des douaniers en campagne. C'est quoi ça? Si vous êtes fonctionnaire dans la fonction publique, vous êtes pour tous les Camerounais. Vous n'avez pas le droit d'afficher vos appartenances politiques et autres, vraiment. Troisième chose, terminer le culte de la personnalité. Alors, terminer. Je ne me ferai pas appeler Excellence. On m'appellera Akeremouna, président de la République, un point train. Vous ne serez pas Excellence. Ah oui, ça, justement. Je serai peut-être excellent. Et votre épouse sera première dame? Ah ben écoute, elle sera Madame Mouna. Elle n'est pas élue, Il faudrait aussi qu'on arrête cela. Moi, je pense que cette école, qui est partout en Afrique d'ailleurs, n'est-ce pas, de glorifier les premières dames, a ouvert un vecteur de corruption incroyable. On pense que si on donne dans l'organisation de Madame, ça va... Beaucoup de gens qui ont été arrêtés, quand on leur demandait, ils disaient, mais allez demander à Madame. Parce qu'il semblait qu'ils allaient courtiser, je ne sais pas dans quelle histoire. Écoute Cyril, mais l'heure est grave. L'heure est grave. Rien qu'en régulant les problèmes de corruption dans ce pays, je suis sûr qu'on va arrêter de saignement d'au moins 40%. Mais dites-nous, vous avez été le patron de la lutte contre la corruption en Afrique. Comment peut-on lutter efficacement contre la corruption au Cameroun? Par quels moyens? Par des autorités indépendantes. Première chose, on n'a pas un cadre juridique pour lutter contre la corruption. On a créé une instance de sanctions. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, c'est même instrumentalisé. Il faut que la CONAC soit un organe qui enquête, qui poursuit et qui est devant la justice pour défendre. Donc il faut changer toutes ces structures. Et pour l'instant, il fait quoi? Il ne fait pas ça, il fait un rapport à l'attention du président. Il faut que même si le président le nomme, le patron de la CONAC, il ne puisse pas le démettre. Il est responsable devant l'Assemblée. Il faut garantir ces indépendances-là pour que les gens puissent travailler. Le président peut nommer sans problème. Mais pour certaines fonctions, il ne peut pas démettre. Il faudrait que ce soit des élus de la République qui le font. Si on part tout est fait dans notre pays pour nous diviser. Je pense que, à Akeremouna président, les municipales, c'est différent. C'est ça là comment? Ça veut dire que, Cyril, tu es conseiller municipal chez toi, tu te présentes comme Cyril, un point trait. L'histoire de liste, c'est une escroquerie. Un riche, avec 24 bandits derrière, conseil municipal. On les élit et il sait qu'il va être élu maire. Les 24 là, qui les connaît? Personne ne les connaît. On va se présenter un à un. Pas de parti politique dans la municipalité. Il faut que tous les citoyens de ce village puissent bénéficier des connaissances et des capacités de tous les ressortissants de ce coin-là, sans s'aligner devant un parti politique. Donc, au niveau municipal, pas de parti politique. Mais ailleurs, c'est ce qu'on fait, non? Ah, mais écoute, au Canada, ça ne se fait pas. Ici, pourquoi voulez-vous que chez moi, en Bengui, on est tous là, je connais l'autre, on ne peut pas élire les gens par nom, il faut qu'on commence à aligner les listes? Non, 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 c'est pas vrai. C'est fait pour diviser. Et ça divise les gens, il est dans tel parti. Non, non, non. La municipalité doit bénéficier de la connaissance, de la capacité de tous ses fils. Il faut qu'ils soient élus
de façon chacun. Aujourd'hui, je vous mets un défi. Regardez dans les mairies retirées. La seule personne qu'on connaît le nom, c'est le maire. D'ailleurs, c'est un grand commerçant qui n'est jamais là. D'ailleurs, même il y en a qui sont illettrés. Et ils sont maires, s'il vous plaît. De qui se moque-t-on? Donc il faudrait un système qui est fait pour servir le peuple. On n'a pas cela. On a un système qui est fait pour servir le gouvernement. Il faut que ça s'arrête quand même. Autre réforme, Bâtonnier et Mouna. Mais écoutez, j'ai parlé, il faut l'infrastructure dans notre pays. C'est sinistré. Vous pensez qu'en 2018, on en est encore à parler de combien de temps il faut pour parler de Douala Yaoundé par rail? Je vous le dis là, je prends l'engagement. Dans les premiers 5 ans, Douala Yaoundé, on le fera par train électrique. On me l'a dit. J'ai parlé avec des experts qui m'ont dit c'est faisable. Avec des prêts concessionnels, pas non concessionnels. Parce que là, vous avez vu, on autorise les non concessionnels maintenant comme prêts. Mais c'est la tuerie. Non concessionnels, c'est autour du marché. Ça veut dire quoi? Pas de délai de grâce. Des intérêts incroyables. Mais écoute, on a un pays qui va droit vers la faillite. Et nous regardons. Et on commence maintenant. Je voudrais savoir ces gaz-là qu'on est en train d'exploiter. On en a vendu pour combien d'années en avance? Les gisements de gaz de Limbé sont 50 fois plus grands que les gisements de gaz de Kribi. C'est documenté cela. Mais quand même, on nous vole là en ciel ouvert. Et les Camerounais sont là comme zombifiés. Mais il faudrait qu'on se lève. Ce pays vous appartient à vous et à moi. Il faut que les gens rendent compte. Président de la République, vous pourrez aller sur votre laptop, vous verrez combien on en a exporté en pétrole. Combien il y en a? Combien on en a exporté en gaz naturel à l'Est, de l'or? Comment est-ce que ça se passe? La loi dirait que vous exploitez et vous versez 25% à l'État. Mais c'est quoi le hic? C'est vous qui dites combien vous avez exploité. Mais quand même, Cyril, s'il vous plaît. Mais c'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas vrai. On parle de Kimberley. Le traité de Kimberley. Oui, justement. Ça concerne, n'est-ce pas, le fait qu'on ne doit pas marchander les diamants en zone de guerre. N'est-ce pas ce que ça veut dire? Mais quand on dit Kimberley, ça veut dire qu'on a le diamant. On en exporte combien, Cyril? Qui l'exploite? Il paie combien d'impôts? Mais écoute, Akere Mouna, président, vous voulez aller sur votre ordinateur, vous allez voir qui l'exploite, sous quel permis, qu'est-ce qu'il paie comme impôt. C'est ça la transparence. C'est ça ce que l'IETIE demande. C'est ce que j'ai fait. Partez sur le site de Transparency International. Depuis 2005, mes biens sont déclarés dessus. Vous pouvez cliquer et voir ce que j'ai, ce que je fais. Quand je me déclare comme candidat, j'ai démissionné de la présidence d'Ecobank, j'ai démissionné à la Banque africaine de développement, j'étais président de l'International anticorruption. Ces postes-là, ça m'a fait perdre un paquet par mois. Je veux dire pas le montant, mais c'est un sacrifice. Parce que je ne peux pas dire une chose et faire le contraire. Quand j'ai commencé le combat contre la corruption, j'étais candidat à rien. Et j'ai mis en défi tous les autres candidats de vous dire quelle action citoyenne ils ont menée avant de se lancer dans la politique. Moi, je l'ai fait pendant 20 ans, à mes dépens, sans être candidat à quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que j'aime mon pays. Je pense qu'il faut que les choses s'améliorent. C'est pourquoi je l'ai fait. J'étais candidat à rien, même pas dans le parti de mon frère. Donc, s'il vous plaît, si on veut comparer les gens, comparons des choses comparables. En ce qui me concerne, mon engagement côté du citoyen est prouvé. Je l'ai fait. Mais Bâtonnier Akere Mouna, dites-nous, en ce moment, le pays connaît des tensions sud-est et au nord-ouest. Vous avez proposé quelques mesures sommaires pour sortir là. Vous avez parlé de réconciliation et reconstruction. Comment cela va se passer? Parce qu'on dit que les candidats ont l'habitude de dire ce qu'ils vont faire, mais comment ils vont le faire? Première chose, on sera obligé de faire le passage comme tous les autres pays africains. Il y aura une commission de réconciliation. Ça. Et qui en sera membre? Les membres sont recrutés où? Tous les Camerounais, et de façon démocratique, c'est facile. On connaît, moi je pense que dans notre cas, on est arrivé où le dernier bastion risque d'être des religieux, à mon avis, pour présider. Et puis avec cela, on va donc prendre certains experts, et puis certaines personnes qui... Je te dis Cyril, toi et moi, on connaît ce pays, on connaît les gens qui commandent une certaine respectabilité. Mais chaque fois qu'ils se pointent, il faudrait qu'on les écrase.
Donc je pense que le moment viendra, on pourra de façon consensuelle, parce que dites ce que vous voulez, les Camerounais, ils ont quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est l'esprit de la justice et de l'équité. Ils vont vous écouter, mais quand on heurte cela, ils vont se taire, mais parce que, bon, ben voilà, on va faire comment? Mais la commission Moussonga est partie de Bamenda avec une batterie de solutions. La mission Moussonga, s'il vous plaît, comment elle est nommée, qui fait partie de cette commission? Est-ce qu'ils sont dans des partis politiques? Est-ce qu'ils militent effectivement dans les partis politiques? Ils ont pourquoi est-ce qu'on va prendre, quand on le prend les sénateurs, président du groupe parlementaire du RDPC? Mais quand même, je pense que quand vous voulez prendre, c'est ce que j'ai dit, quand on veut faire quelque chose avec une bonne intention, il faut que ça soit apparent. Il faut qu'on puisse voir. Et c'est ça le problème. Même dans le foot dans notre pays, le recours au coach étranger, c'est pour cela. Parce que quand on ne le fait pas, il y a toujours cette tendance de penser que les joueurs sont alignés parce que. Et c'est ce qui nous amène dans la situation où nous sommes. Donc je pense que cette commission va être faite. La reconstitution, c'est facile à mener. Quand vous ramenez les 60 000 réfugiés, ils vont aller où? Les villages n'existent plus. Ils vont aller où? Moi, je pense que là-dedans, il faudrait s'associer aux prélats et aux églises pour voir dans quelle mesure, et j'insiste là-dessus, il faudrait associer les génies militaires dans ce travail de reconstruction. Parce que c'est aussi une façon de se réconcilier. Quand vous êtes dans ce village, assis avec les gens de ce village, manger à midi ensemble, taper sur les tôles, taper sur les papiers ensemble, toujours en tenue, ils vont savoir que, n'est-ce pas, les militaires aussi construisent, parce qu'ils ne demandent que ça. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc vous êtes contre la sécession? Je n'ai jamais été pour, cher ami. Je vais vous apprendre quelque chose. Quand on m'avait interpellé au CED, on m'a posé cette question. Vous êtes pour la sécession, ou vous êtes pour la fédération, ou vous êtes pour l'État unitaire? Je lui ai dit, mais qui est-ce que vous posez cette question? J'ai passé toute ma vie à ce que les anglophones me disent que ton père a vendu, n'est-ce pas, les anglophones. Et vous, monsieur, vous francophones, vous me dites que je suis sécessionniste. Alors où je me place? Alors, pour vous dire ceci, je pense que la sécession n'est pas une solution. C'est une démarche des personnes frustrées. Quand ils font une réclamation, on leur dit le Cameroun est un indivisible, c'est tout. On ne parle de rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est cela. Je pense que même la cocotte minute a un petit trou qui fait sortir la vapeur. Mais ici, c'est fermé hermétiquement, et ça va exploser. Mais aussi basique que cela. Les gens ne demandent qu'à parler. On est dans un pays où on a des gens qui ont peur de parler. Je comprends. Parce qu'ils sont incapables d'écouter et incapables de résoudre. Mais qu'est-ce qui est mauvais finalement, Batoni Akeremouna? C'est le système ou ce sont les hommes du système? Qu'est-ce qu'il faut changer à votre avis? Ben écoute, les hommes du système ont fabriqué un système qui ne donne pas. Il faut une mutation systémique dans notre pays et ça va se faire. Parce que les Camerounais en ont marre. Ça va se faire. Rendez-vous en novembre, vous verrez. Il y a un autre éminent juriste comme vous, Maurice Pousse-Kamto, qui est engagé à la présidentielle. On évoque son cas juste après cette courte publicité, et dont on rêve aussi certains de nos compatriotes. Mais écoute, d'entrée de jeu, je dois d'abord déplorer ce que j'ai suivi dans notre pays, cette regain de tribalisme. J'avais mal quand j'ai lu ce qu'on parlait sur le professeur Kamto. Maurice est un ami, je le connais de longue date, un intellectuel de haut vol que je respecte. Alors qu'on réduise sa démarche à une démarche tribale m'a beaucoup fait mal. Et voilà ce qui se passe dans notre pays. On en est à mettre les Bassa contre les Douala, tout le pays contre les Bamileke, entend-il. J'ai écouté une vidéo l'autre jour, le sud-ouest contre le nord-ouest. Au nord, c'est les Kirdi contre... C'est-à-dire que maintenant, c'est incroyable ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de scissionner notre pays. Et ça, c'est grave. Donc, dans train de jeu, je dois dire clairement et de façon univoque. À qui profite la division? Et à ceux qui pensent qu'ils peuvent diriger le Camerounais en petit groupe, en unité. Quand vous dites une phrase comme un Bamileke ne peut pas diriger ce pays, c'est quoi? Un Bamileke, c'est quoi? C'est un Martien? On me dirait que je dis ça parce que je suis anglo-bami, soit. Mais c'est pas vrai. On dirait que quelqu'un qui est consacré héros national, on ne peut pas ériger sa statue quelque part. Ça veut dire quoi?
Je vais à Londres, je vois rue Mandela, je vois ceci. On a avenue Kennedy, on a même le ridicule à Yaoundé. L'avenue Jean-Paul II, placée où? Là où il y a le grand mosquée de Yaoundé, quand même. Donc je pense que il faut qu'on ne se trompe pas, il faut que le Camerounais se réveille. Il y a un démon parmi nous qui pense qu'il faudra nous diviser. Mais on est ensemble. Donc ma démarche n'est pas pour me tirer d'affaire, comme vous avez dit tantôt. Ma démarche, c'est de dire aux Camerounais où je veux qu'on aille et où on va aller pour la réussite. Je ne suis pas dans un système de sortir ou bien de manipuler, non, non. Je vous parle comme je suis. J'ai mené un combat pour toute ma vie et je pense que ce combat que je menais peut apporter, c'est pas moi qui le dis, le grand journal catholique, La Croix. C'est ce qui m'a parlé de moi, il a dit quoi? Acquérir mon profondeur mondiale contre la corruption. Et je le fais parce que je le sens, et je le sens, et je pense que c'est ça qui peut aider mon pays. Je vous l'ai dit, 40% de pertes qu'on a dans ce pays est arrêtée par une guerre farouche contre la corruption. Donc Boris, c'est cela ce que je pense de lui. C'est un peu difficile de demander à un candidat de faire des commentaires sur les autres, je ne peux pas le faire. Mais, coalition, je pense qu'il y aura. Maurice et moi, on a discuté. Josh, c'est quelqu'un que je connais de longue date, je connais sa famille, j'ai même été son avocat dans les cas, donc ce n'est pas vraiment un problème. Je pense qu'on va sortir, avec une solution. Cabral, c'était quelque chose que je connais, je ne connaissais pas beaucoup avant, on était sur un compagnie d'émission ensemble, et bien on échange et s'aimait de temps en temps. Je pense que le moment venu, que les Camerounais se calment, nous sommes aussi conscients de l'urgence. On va sortir avec une solution. Batonia Keremouna, candidat déclaré à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Voici les questions des auditeurs Tina Songay. Alors, on va commencer par les questions qui ont trait à la jeunesse. Bonjour. Bonjour Tina. Alors, la première question, quel est votre projet politique pour ces milliers de jeunes au chômage? Écoutez, facile. Je pense qu'il y a un secteur dans lequel les jeunes ont des longueurs d'avance. C'est le secteur informatique. Bon, et je pense qu'il faudrait rapidement, dans notre plan économique, essayer de numériser rapidement. Parce que je pense qu'ils vont être très facilement intégrés. Si vous partez à Silicon Mountain à Boya, les gars font des choses extraordinaires. J'y étais, ils vendent partout en Afrique. On ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. C'est incroyable. Partez à Silicon Valley. Vous voyez comment les gars, les Asiatiques, ont changé Silicon Valley. Ils sont en train de changer l'Asie aussi. Donc je pense qu'il faut voir. Le secteur des services qui apporte 50% de notre PIB. Je pense qu'il faudrait voir ce qu'il faut faire de ce côté-là pour les intégrer. Et les jeunes, il faudrait, n'est-ce pas, que le système éducatif soit revu. Pour pouvoir les permettre. Plus professionnalisant, c'est ça? Moins généraliste, plus professionnalisant. Et justement, voilà. Comme ça, quand vous sortez de là, vous n'avez pas seulement un bac philo, ne sachant pas même utiliser un ordinateur. Donc je pense qu'il faudrait qu'on ait des systèmes qui permettent que quand vous sortez, vous pourrez. Aussi en ce qui concerne les sociétés, il faudrait, on a un problème d'emploi. Il faudrait qu'il y ait des trucs comme si, bon, si une société embauche tel nombre de jeunes et tout ça, on lui donne quelques points de bonus qui lui permettent de baisser un peu l'impôt. Je pense qu'il y a des trucs incitatifs qui permettent, n'est-ce pas, de pousser. Mais le problème est que il faut d'abord un système de méritocratie. Si vous êtes ministre de tutelle et vous appelez une société qui est sur votre tutelle, j'ai Jean, Mathieu et Félix qui sont mes cousins, embauchez-les. Faisons un peu l'inventaire et je vais m'amuser à faire cela dès novembre pour voir dans ces sociétés qui sont les parents, des gens qui ont la société et des gens qui dirigent la société et des gens qui ont la tutelle. Donc ça veut dire, si vous êtes ministre, c'est sûr que vos enfants iront à l'ENAM, au CUS et Polytech. Il faut les voir. Ces gens-là, il y en a combien qui ont des gens qui ont ça? Donc je pense qu'il faudrait un système sur le mérite. Il y a des choses simples à faire. Quand les Lions indomptables reviennent d'une tournée, ils sont reçus en grande pompe à la présidence. J'étais de loin quand je travaillais en Côte d'Ivoire, en mission. Mais il y avait une fête à la présidence. Il y avait, je crois, 100 ou 200 élèves. Fin d'année, les meilleurs élèves. Ça nous coûte quoi? Une fois par an, 200 étudiants ou 200 élèves au palais de l'unité. On dit, voilà les meilleurs. Cyril, ton fils, il va bosser à l'école. Parce qu'il faut que juin prochain, il s'aille au palais de l'unité. Donc je pense qu'il y a des choses à faire pour que les gens comprennent que par les études, par le travail, on y arrive. C'est tout ce que les Camerounais demandent.
Est-ce que je travaille dur? Est-ce que je vais réussir? Mais c'est le contraire. Vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez à l'école, un grand fainéant. 2 ans après, vous êtes au village, une 4x4 passe, la boue vous inonde, vous regardez. Eh mes gens, c'est toi et mes gens, est-ce que vous me connaissez? Et qu'est-ce que c'est que c'est? C'est cela. L'État, on appelle ça le pays de rêve, pourquoi? Le travail paye. Au Cameroun, le travail ne paye pas. Et c'est triste. C'est ce qu'il faut faire pour les jeunes. Qu'ils comprennent que le travail paye. Je te remarque un couloulou, chez vous des jeunes, il dit, oh, si vous voulez que vous donnez nous de l'argent. C'est quoi ça? Il ne dit pas donner-nous du travail. Il dit donnez-nous l'argent. C'est là, c'est ce qu'ils ont fait à ce pays. Si vous parlez de méritocratie, est-ce que vous allez voter en touche l'équilibre régional? L'équilibre régional, je vais vous dire mon expérience personnelle. Quand j'étais bâtonnier, le garde des Sceaux m'avait dit, écoutez, il nous faut seulement 50 avocats. Alors, on a délibéré. Je sors la liste, je pose sur la table. Il me dit, comptez 50 et tirez la ligne. Je compte 50, je tire la ligne. De ces 50-là, 40 étaient de l'Ouest. 40. 3 ou 5 du Nord-Ouest et Sud-Ouest. 3 ou 5 du... c'était des bassins. C'était tout. Je lis ça au ministre, il dit, c'est pas vrai. Allons jusqu'à 100. On est allé jusqu'à 300. Pourquoi jusqu'à 300? Parce que je lui ai dit, je ne peux pas sauter des noms. Je peux seulement baisser la moyenne. Il est hors de question que quelqu'un qui est 12 de moyenne échoue et quelqu'un qui a 8 de moyenne passe. Ça fait une autre région. Il faut intégrer cela, certes, mais pas aux dépens de ceux qui ont bien travaillé. Nous continuons avec les questions des auditeurs. Que pensez-vous de la candidature unique et surtout du franc CFA? Bon, écoute, candidature unique, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il peut y avoir une candidature consensuelle. On y travaille. Le franc CFA, si le Brexit nous a enseigné quelque chose, que c'est dangereux pour politiser les problèmes économiques. Vous savez, Tony Blair avait un problème en 2017. Il y avait des gens avec l'Extremist Party, comment il s'appelle en tout cas, le parti qui voulait qu'on sorte là, du dangereux. Tony Blair a dit, écoutez, je vous promets que dans 2 ans, on va avoir un référendum sur le Brexit. Pour le moment, faut-on, c'est pas Tony Blair, c'est plutôt Cameron, James Cameron. Voilà. Pour le moment, votons le problème posé par les élections législatives. Ils ont voté. 2 ans après, ils étaient au rendez-vous. On a transformé un problème purement économique, parce que le marché européen tient sur l'économie. On a politisé ça et la nouvelle est sortie. Le livre a chuté, les emplois partent de Londres, c'est cela. Dans le CFA, le politiser, c'est des passions, c'est le passé colonial, c'est tout ce qui va avec. Pour le faire, est-ce que nous avons provisé des... Vous avez vu, on vient de signer encore qu'on va prendre des prêts. On rembourse ça en devises. Est-ce qu'on a provisionné pour ça? Le CFA, ce n'est pas nous seuls. C'est toute une série de pays, plus le métropole, donc la France. Mais 50% des réserves sont conservées, dit-on. Et justement, c'est notre argent qui reste là-bas. Et puis justement, est-ce qu'il faut renégocier pour voir comment ça va se passer? C'est notre problème. Mais dire qu'on en sort, moi je suis plus pour la solution de l'Union africaine qui est en train d'aller vers une monnaie unique. Est-ce que ça va être par les régions qui vont se mettre ensemble par la suite? Mais pour y aller, il faut aller ensemble. Mais surtout, Cyril, surtout, je pense qu'il faut que nous évitons d'en faire un thème politique la sortie du CFA. Parce que c'est un truc passionnel, ça peut complètement détruire une économie, d'ailleurs on n'en a presque pas, donc je pense qu'il faudrait faire attention. Alors ma position est claire, il faudrait une position concertée. Est-ce qu'on va sortir, n'est-ce pas, du franc CFA le 4 novembre, quand je vais prêter le serment? Je dis non. Je dis non. Et c'est que je dois étudier de façon technique et de prendre une décision, n'est-ce pas, qui est une décision qui est raisonnée et qui prend tous les paramètres. Moi, je ne connais pas le niveau d'indépendance de l'État. Je sais qu'on est en train d'en prêter encore. Je sais que l'autre jour, la caisse autonome disait qu'on en a 4 000 milliards qu'on n'a pas consommés parce qu'on ne sait pas comment faire.
Tout ça, vous et moi, on apprend, on ne sait rien. Donc je pense qu'il faudrait qu'on voie sur place ce qu'il y a sur l'économie avant de donner des axes aussi catégoriques comme sur le problème du CFA. C'est ce que je pense. Avant d'entamer les questions sur l'éducation, on va continuer en économie. Pourquoi Keremouna évoque seulement la Banque mondiale alors que Kagame dit que l'Afrique n'a pas besoin de baby-sister dans ses organisations? Mais écoutez, le président Kagame, je connais très bien. Je pense que vous parlez une phrase de ce qu'il dit, il faut connaître son fonctionnement. Vous voyez, la Banque mondiale, c'est un miroir. Alors, si vous devant un miroir, votre cravate est mal ajustée, faites le choix. Soit vous ajustez votre cravate, soit vous cassez le miroir. C'est à vous de choisir. Quand la Banque mondiale nous dit ce que nous connaissons, qu'au Cameroun, il y a la subfacturation, qu'il y a trop de réceptions, il y a trop de frais d'émission, on se fâche parce que c'est la Banque mondiale qui le dit. Vous et moi, on le connaît. Ils disent qu'il y a la subfacturation, que les fonctionnaires ne vivent pas de leur salaire. Ils ont toutes sortes de passe-droits, un système de rente créé. Vous savez que c'est ce que c'est. Il y a des ministères qui ont des salles de conférence, mais ils doivent tenir ça dans un hôtel. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? On nous dit cela. On dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Mais dis donc, arrêtons. On parle de la mondialisation. Quand on prête l'argent, ça sort d'où? Ça sort de Bakénéné. Et ça sort de l'étranger. Quand on prend les conseillers, je ne sais pas quoi, de l'étranger, vous voyez dans l'armée camerounaise des gens qui ne sont pas de chez nous. Pourquoi on les prend? Ben, il faut qu'on arrête. Quand c'est pour avoir les conseillers en communication, quand certaines personnes viennent ici, on les vend, on a le souci, on a des relations. Mais écoutez, on est dans la Banque mondiale, on est dans la direction de cette banque-là. Si on va en sortir, qu'on en sort avec les conséquences. On fait partie. Ils ont leur représentation, ils font leur travail. Ils nous disent que chez vous, vous êtes en train de voler. Vous et moi, nous savons qu'on est en train de voler. Mais qu'on écoute, qu'on arrête de voler. Vous dites que la Banque mondiale n'a rien à nous dire. Et vous voulez faire un lien avec les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis, après avoir donné 2 avions militaires au Cameroun, et qui a fait des déclarations après sa sortie d'une audience avec son Excellence M. Paul Biya, qui a fait jaser le sérail. Oui. Je pense que, bon, ben écoute, si le message est clair, si on veut tirer sur le messager, c'est ton choix. Parce que, bon, on a beau dire ce qu'on veut sur l'ambassadeur des États-Unis, la situation n'a pas changé, elle s'empire, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. Les gens qui n'ont pas de solution vont se précipiter sur des critiques. Ce qu'il a fait, bon, si l'ambassadeur sortait de là, il dit, oh, le président Biya, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est le meilleur président qu'il vous faut au Cameroun. Vraiment, ce pays très bien géré, comme d'autres le font. Je pense que les Camerounais ont la chance d'avoir le président Biya. Est-ce qu'on a eu des critiques? Je sais. Ah, Cyril, je te dis. Est-ce qu'on aurait eu des critiques? Peut-être de l'opposition. Mais non, ceux qui critiquent aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition. On n'aurait pas eu. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un peu attention. Mon problème est que le messager, vraiment, je n'ai rien à voir. Je regarde le message. Vous entendez? Vous savez, le président, il avait créé une commission que mon père présidait. Parce qu'il y avait des problèmes anglophones. Il y avait des tracts qui venaient des États-Unis. Cameroun Action Movement. Le président de cette commission était mon père, selon mon temps de Mouna. Et dans cette commission, il y avait Madame de Changa, il y avait le président Biya, il y avait Moussa Yaya, il y avait le Boa, il y avait à l'époque le ministre Yang. Il y avait plein de personnes. Je vais vous dire une seconde. Mais Yang, il est là depuis longtemps. Hein, mais écoute, il y a depuis longtemps. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Je t'ai dit régulièrement au Ghana et je montrais au président du Ghana une photo d'une visite de mon père au Ghana pour voir le président Nkrumah. Et sur cette photo, il y avait mon père, il y avait le feu ambassadeur de Guinée qui est ministre des Affaires étrangères, il y avait un certain Paul Biya qui était chargé des missions. On est en 63. Et Paul Biya et vous vous êtes fréquentés quand vous étiez tout petit. Écoute, là, on n'a pas le ménage, mais quand mon père était Premier ministre, quand il venait à vice-président, quand il venait à Boya, quand mon père faisait l'intérim, je le voyais, il venait à Boya. Il y avait des très bonnes relations avec mon maman. Voilà, justement. Autre question. En éducation, mettrez-vous en place le bilinguisme dès l'école maternelle sur toute l'étendue du territoire camerounais pour favoriser le vivre ensemble? Écoute, le bilinguisme est supposé déjà mis en place. Ce qu'il faudrait ajouter, c'est qu'il faudrait qu'on pense pas à nos langues ethniques. Quand moi j'étais à l'école primaire, j'étais au sud-ouest, j'étais à Boya,
l'Ouest Cameroun à l'époque, ceux qui étaient dans le nord-ouest apprenaient à l'école le bani, la langue bani. Moi, j'étais au sud-ouest, j'apprenais le bani, le Douala, et le livre que j'utilisais en première année d'école primaire s'appelait Dibwana Djombe, la tête de la porte. Donc j'ai appris, c'est ce que j'ai appris, donc c'est pour vous dire que c'est ce qu'il faut ajouter en plus. Hein, les langues, il nous faut une langue nationale. Il faut bon, même pas, il faut qu'on a choisi 5. Et si vous êtes Camerounais, il faut que vous sortez de chez vous au moins maîtrisant une seule langue, n'est-ce pas, de d'autres pays. Le bilinguisme, c'est absolument nécessaire. Je vois des Camerounais aujourd'hui sortis du lycée, sortis de l'université, ils ne parlent pas l'autre langue. Ce n'est pas possible. Les anglophones le font parce qu'ils sont obligés par la force des nombres. Moi, je suis anglophone, je suis obligé de vous parler dans un français approximatif parce que sinon, il faut que je me fasse comprendre. Je suis obligé de le faire. J'ai fait le BECC, donc poussé par cet élan. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Dans l'administration centrale, il faut faire une limite. Disons, directeur, adjoint ou chef de service. Au-delà, si vous n'êtes pas bilingue dans l'autre ou l'autre langue, dans l'administration de l'État, on ne peut pas vous avancer. Vous plafonnez à ce niveau-là, si vous êtes au niveau fédéral. Ce n'est pas normal que vous êtes directeur adjoint dans une administration fédérale, au centre, et que vous ne soyez pas bilingue. C'est inacceptable. 56 ans, 60 ans après l'indépendance, ce n'est pas acceptable. Ce sont ces systèmes-là où ces capacités, on va prendre quelqu'un qui est unilingue, on va le placer au-dessus de quelqu'un qui est bilingue. Non, non, non. Il faudrait que désormais, les gens sachent que le travail intellectuel, ça permet d'avancer. Pas qui on connaît ou qui on peut payer. Alors, est-ce à dire que vous allez instaurer le fédéralisme si vous êtes élu? Mais je pense que ça a été prouvé déjà. Et c'était Aïdjo qui l'a dit. Quand il a fait son discours à l'Assemblée nationale en 92, pour passer à Aïdjo en 92 en 72. 72, oui. Merci, merci. Quand il a fait ça en 72, dans son discours, il a dit que le fédéralisme nous a permis de consolider l'unité nationale. C'est lui qui le dit. Mais pour des problèmes économiques, pour économiser, on va passer à l'État unitaire. Donc je me suis dit que pour consolider l'unité nationale, il faut un système fédéral. Pourquoi? Regardez la Constitution de 61. Ça dit quoi? Ça dit 2 territoires, le Southern Cameroun et la République du Cameroun. Donc 2 territoires, un système éducatif différent, système judiciaire différent. À l'époque même, on conduisait dans des côtés différents, avec une monnaie différente. Donc je pense que la seule façon de consolider notre union, c'est d'avoir un système qui ne semble pas présenter une menace à l'autre système. Ça, sur le plan macro, c'est très possible que d'autres considérations économiques permettent d'aller au-delà de 2 États. Ça, c'est à voir en discutant. Mais une chose est établie maintenant, que au lieu de tenter dans le système national, de créer des vannes pour accommoder telle ou telle autre culture, il faudrait que. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, Chiatif n'aurait pas de chaîne. Avec dans des grandes antennes où on a des programmes, n'est-ce pas, mixtes. Pourquoi est-ce que le francophone doit bénéficier de 50% ou l'anglophone de 50%? Il y a d'autres pays, c'est cela. Il y a des chaînes, vous choisissez. Donc il y a des choses à faire. Il y a des privés qui ont 2-3 chaînes. Pourquoi la chaîne nationale n'y est pas? Pourquoi on nous a servi un Cameroun Tribune avec un panachage extraordinaire? Avant, il y avait Cameroun Tribune en français. On a supprimé l'autre parce que des problèmes financiers. Maintenant, ça marche bien. Ça sert à quoi d'avoir ce système-là, un article en français, l'autre est en anglais, mais ce n'est pas sur le même sujet, mais sur n'importe quoi. Ah donc ça veut dire que Radio Balafon, je suis la bonne voie. Très bonne voie. Ils sont en train de créer une chaîne Balafon en anglais. Hein. Mais vous aurez complètement mon soutien. J'espère que vous allez m'inviter parmi vos premiers. Bien sûr, pourquoi pas. Je parlerai mieux. Paul René Marguez, il s'occupe de ce projet. Alors, on va peut-être sortir avec cette question. Comment Akeremouna compte-t-il lutter contre la corruption et la criminalité économique dans notre pays? Écoutez, première chose, je vais encore citer quelqu'un que je respecte beaucoup, le président Kagame. J'étais en audience avec lui quand j'ai vu le président transplanté. Il me dit Akere, je ne peux pas te garantir que
on va arrêter la corruption ici. Mais si on vous attrape, frère, cousin, tant pis pour vous. Est-ce le cas aujourd'hui? Quelqu'un qui se retrouve avec son compte personnel, avec l'argent de l'État, par quel alchimie juridique, quand le compte n'est pas dans un compte libellé au nom de l'État, c'est l'argent de l'État s'y retrouve. Vous faites comment? J'ai eu la chance de parler avec le ministre Essimi. Dans ce cadre, vous avez commencé dans votre Vox Pop. Le ministre Essimi m'a dit ceci. Je demandais qu'on lui donne des chèques de trésor. Il signe ces chèques et va encaisser. Le gars se m'a dit, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Voilà la vérité que tu l'as fait. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Donc, la corruption, c'est quoi? On vous attrape, on saisit. On fait une loi cadre qui prend tous les délits qui sont dans le Code des Nations Unies. Vous prenez ça, ça vous donne un code. Le Nigeria a ça. Plein de pays ont adopté ça. Vous faites ce qu'on appelle en anglais un gap analysis. Quelle est la différence entre nos textes? Quelqu'un a déjà sorti un texte pour analyser quels sont les délits qu'on a signés dans la Convention des Nations Unies. Il n'y a pas ici. Un de ceux-là, c'est les déclarations de biens. L'autre, c'est l'enregistrement illicite. Vous voyez quelqu'un qui gagne 200 000, mais son train de vie à 10 millions. On vient de dire ça ici. Les Camerounais ne vivent pas, les fonctionnaires ne vivent pas de leur salaire. Ils ont d'autres passe-droits, les frais de représentation, les frais d'émission, tout ça là. C'est comme ça, on va le faire. Et quand ils font les frais d'émission, c'est quoi? Il peut faire 5 jours, il dit qu'il en fait 10. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Quand vous partez à la maison, on vous donne une carte de crédit. Et l'argent est dessus. Si vous dépensez, c'est marqué. C'est 2 jours, c'est 3 jours. On n'a pas besoin de faire la magie. Si vous décidez d'aller dormir chez votre copine ou chez votre frère, tant pis, vous ne touchez pas cet argent. Si vous voulez payer le taxi, vous partez à la machine, vous sortez l'argent, c'est facile. Quelle est l'histoire de ce problème avec des sacs d'argent en 2019? Ces mesures sont connues, sont là, peuvent se faire. Les gars, vous et moi, on bouge l'argent maintenant avec le téléphone. Et ceux qui sont supposés connaître tout, ils bougent l'argent avec les valises. On a un système qui est taillé pour voler. C'est ça le premier combat contre la corruption. C'est de s'assurer que les gens sont comptables. Mais vous demandez à ceux qui volent d'être comptables envers qui? Ça, c'est la question. La pub, avant la suite. Et la fin. Pour des raisons. Premièrement, notre première chef d'État. Et secondement, Mme Maïdjo, c'est pour moi comme une mère. Elle est très proche de ma maman. Donc vraiment, pour moi, ça sera comme un enterrement d'un parent. Donc, je suis en contact avec cette famille. Je pense que c'est une des premières choses que je vais faire. Alors Cyril, on va terminer avec ce message d'un auditeur. Merci pour le choix de l'invité de ce matin. J'avais des doutes sur Akeremouna, mais je me trompais apparemment. Merci encore. C'est Francis Dikoum depuis Bessengue. Maintenant, les jugements des auditeurs. Comment tu trouvais notre invité ce matin? Alors, nous allons simplement prendre leurs messages qui nous sont parvenus au 678 82 82 83 qui posent beaucoup de questions. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui donnent leur avis sur l'invité. Beaucoup posent des questions par rapport au programme du bâtonnier Akeremouna. Bonjour Cyril, la recommandation de la commission Moussangué est une adresse forte à l'endroit de Paul Biya, lui qui avait dit que la forme de l'État est non négociable. Et il est vrai qu'on a consulté tout dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous allez constater que nulle part on ne parle d'accélération. Que pensez-vous de cela, bâtonnier Akeremouna? Est-ce que la forme de l'État est négociable à votre avis, bâtonnier Akeremouna? C'est quoi la forme de l'État? État unitaire, État fédéré, Moi, je pense que ça, c'est une forme de gestion de l'État. Moi, je pense que, je vous ai dit, on a dit tout à l'heure, Cyril, toi et moi, on a convenu, je vous dis que mon opinion est que on a un problème de gestion de la diversité et c'est, n'est-ce pas, l'État fédéré qui peut gérer cela. Et ça, on revient toujours à cet État. Quand on a commencé avec le problème anglophone, oh, il n'y a pas de problème anglophone. Par la suite, on revient dessus. Maintenant, on attend, on est que bon, on peut parler de ce que c'est le fédéralisme. C'est cela. On est dans un État qui est dans le déni total. Il faut les faire partir quand même. Ils ont échoué sur tous les plans. Mais quand je vous écoute, bâtonnier Akeremouna, vous êtes un candidat socialiste. Je suis un candidat et qui... Vous êtes, Non, pas du tout. Je suis un candidat qui aime son pays.
et j'aime toujours citer ce que disait Ménès, je vais faire une politique dans l'intérêt de mon peuple. Et vous l'appellerez ce que vous voulez, socialiste, justement. Alors, que pensez-vous de la coalition? Malheureusement, on va continuer avec les questions parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avis vous concernant. Que pensez-vous de la coalition Akere, Kamto, Joshua et Cabral? Écoute, moi je dis qu'une coalition entre nous tous, c'est une chose qui va arriver. J'en suis confiant parce que je pense que nous sommes tous animés par l'esprit, n'est-ce pas, de sortir notre pays de cette impasse. Donc ça va arriver. Est-ce que si, évidemment, jamais il vous arrivait de gagner votre coalition ou vous-même, Bartoni Akeremouna, est-ce que vous allez accorder l'amnistie à ces gestionnaires? Que ferez-vous des arrêtés de l'opération Épervier? Mais je pense qu'il faudrait voir la chose différemment. Combien on a eu de ces arrestations? Parce que ça qui concerne le peuple. Il y en a qui disent que... C'est ça qui concerne le peuple, ce n'est pas combien de gens qu'on a arrêtés. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Donc, ma stratégie est différente. Pour gracier, ce n'est pas un problème. On a gracié des gens qui ont pris des armes contre la République. Hein? Oui, monsieur, il s'agit de vous en dire quelque chose. Donc, on a gracié des gens. Je ne vois pourquoi on ne va pas gracier des gens pour des crimes dits économiques. Pour la simple raison que ce système-là, on ne sait pas comment ça marche. Mais je pense qu'il faudrait voir comment faire pour régler le problème économique dans le cas où c'est clair qu'il y a eu, n'est-ce pas, des remboursements à faire. On va le voir. Mais je pense que cette histoire de l'épervier appelé de quel nom d'oiseau que vous voulez, il faudrait revoir tous ces systèmes. D'ailleurs, même l'instance, il faudrait le revoir. Notre stratégie de lutte contre la corruption. Alors, le numéro 678 82 82 83, ce n'est pas pour les appels, c'est exclusivement pour les messages par SMS et sur WhatsApp. Si seulement il devenait notre président, ce serait formidable pour 5 ans. Il est humble, formidable. C'est le message d'un auditeur. Oh, j'aime cet auditeur. 678 82 82 83, il y a beaucoup de messages. Et alors, justement, il y a beaucoup d'anglophones qui se plaignent, ils veulent la question. Alors, je vais poser ce dernier message avant que Liliane je vais rendre ce dernier message. Bonjour, je ne pose aucune question. Je voudrais simplement dire que le candidat Akere est humble, posé. Ça change des bavards du PR qui parlent ici ce matin. Suivez mon regard. Liliane Lafon. Good morning to everyone. Good morning to you. Good morning, Karimona. Well, it's a pleasure having you in our studios this morning. Yeah. So I have a question. So far, I've been listening to you so far. And I have a question. I want to know, you talked about justice, health, and education as the main focus in your campaign, because that is, you think most Cameroonians, be it the poor or the rich, they need all this. But Cameroonians are focused on job creation. What do you think about that? I think the points just mentioned, those I consider as the pillars of social justice. And that's what I insist on that. But of course, job creation, as the colleagues asked me in French, it goes to deal with the problem of the youth. Firstly, you have to have a mechanism that reduces unemployment. When you start going heavily into infrastructure, when you start making sure our education system is one that is made to produce people who can go out and work, okay, I think that'll help. When you start giving incentives to companies in a way where you make sure that if a company employs more, it has a reduction in taxes. That's one way. Job creation, it has to do with projects. It has to do with changing our outlook. It has to make sure we go towards a digitalized economy in which the youth have a better chance. And I've spoken about the railway line. There's no railway line. Electric that goes from Douala to Yaoundé. And that also will create jobs. The infrastructure, the economics. It's like what happened in the 30s United States. Projects bring jobs. In a country, projects create peace. Okay, and also you have been in the Anglophone zone, especially in the Southwest region, where it is mostly touched by these Anglophone crises. Yeah. So you have been there, you've seen the people's plight. What is the solutions you're proposing? The solution is to get this government out. They don't listen to the people. Get them out and we'll fix the country. And you intend getting them out? Oh, they will go out. But you don't have a political party. How do you intend doing that? Well, just wait till the end of the month, you'll find out. For the moment, the political party is like a ticket to get on the train. I'm going to get that ticket.
for the moment are mobilizing Cameroonians towards this ultimate goal. We will get them out. Okay, we also realize that bilingualism is one of your key. You're deep into bilingualism. Yeah. Do you intend taking that deep into the roots? Because we Oh, know yes. how. Oh, yes. I just told your colleagues here, I say that it is not possible that you become an assistant director if you're not bilingual. All that would be practice. If you're not bilingual, there is a limit to which you can go in the country. Vous ferez combien de mandats si vous êtes élu président de la République? Écoute, il faut changer la constitution, ça va être changé. Le premier mandat est de 7 ans. Si je prends seulement sur ce mandat-là, je n'ai rien à faire. Le prochain va être de 5 ans et c'est terminé, ça va être 2 et rien de plus. Et on va même ficeler ça de façon que celui qui touche à cela, ça va être considéré comme la haute trahison. Monsieur Akere, vous êtes la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. J'avais quelques doutes sur vous, mais là, je suis convaincu. Je vous veux pour président. Merci, monsieur le président. Constant de UCB qui nous fait ce message. Ah, mais merci, Constant. Je rappelle que ce numéro, ce n'est pas pour les appels. J'ai une question. Les auteurs, ils nous pressent sur une question. Ils trouvent qu'on a beaucoup parlé politique, mais votre contentieux est votre petite sœur. Ah oui, ça va. Tout le monde a ancien ministre de politique. Qui est membre de la commission de bilinguisme et de multiculturalisme. Justement, mais écoute, cette affaire, pour moi, c'est une affaire qui est quand même ridicule. Et ça me fait mal parce que notre justice est instrumentalisée. Je vais vous dire une chose. Ma sœur prétend que le jugement d'hérédité qui a été fait en 2002, qui a désigné mon frère, aujourd'hui décédé, Daniel Mouna, elle n'était pas au courant de ce jugement. 16 ans durant, est-ce que vous pensez que c'est crédible que pendant 16 ans, son frère aîné est désigné administrateur unique, elle n'est pas au courant pendant 16 ans, et c'est pendant une période électorale qui s'en rappelle. Mais pour lui rappeler cela au tribunal, on a sorti une correspondance qu'elle-même envoie à une banque où elle joint le jugement d'hérédité parce qu'elle demandait un prêt que la famille a supporté. Et on a donc démontré qu'en 2002, elle avait le jugement, elle l'a utilisé, elle a obtenu un prêt. Mais jusque-là, le président du tribunal n'a pas été convaincu. Allez donc voir. C'est la justice du Cameroun. Tina, 3 questions et puis on libère notre invité ce matin. Ah, d'accord, il est tellement sollicité. On va avoir des questions de Gao au Mali. Voilà. De Gao au Mali. C'est justement sur que ferez-vous. C'est un premier Gao ou un second Gao? C'est tout là-bas au Mali. C'est justement un avocat qui demande ce que vous ferez pour empêcher, parce qu'il y a des Camerounais qu'on a refoulés de l'Algérie, d'autres ont des cadavres qui ont été ramassés. Il vit ça là-bas tous les jours. Comment ferez-vous pour que les Camerounais ne puissent plus avoir l'envie de partir, ceux qui sont déchus par le pays? Je comprends. Vous avez répondu déjà avec les sessions professionnelles. Il faut qu'on soit bien chez nous. On a tout ce qu'il faut tirer. On a tout ce qu'il faut. Mais on a quelques personnes, pas moins de 100, pas plus de 100 je veux dire, qui ont pris notre pays en otage et tout le pays en pâtisse. On va les faire partir. Bonjour, voici ma question à Akere Mouna. Si après le scrutin et que les résultats donnent la victoire au président Biya, accepterez-vous ces résultats? D'abord, on présume que Biya va être candidat, mais je pense que celui qui va s'hasarder à détourner le choix du peuple aura affaire avec le peuple. Bonjour les balaphonistes, merci. C'est une menace ou une mise en garde? Et c'est ce que je dis, c'est clair. C'est lui qui détourne la volonté du peuple pour la faire avec le peuple. Bonjour les balaphonistes, merci pour l'invité du jour. On comprend bien que c'est un candidat qui a envie de faire évoluer les choses, mais il n'est pas très convaincant pour nous les jeunes qui voulons assez de transparence. C'est Lionel qui nous fait ce message. Cyril, c'est possible d'avoir l'invité encore une autre fois? Bien sûr, ça dépendra toujours de vous. Envoyez-nous des questions, on va les compiler et lorsqu'elles vont atteindre 25, pour faire une émission, parce qu'il faut 25 questions pour faire une émission, au moins 25. Donc, surtout pour les candidats à l'élection présidentielle, pour ceux des élections locales, c'est 10 à 15 questions, mais 25 pour les candidats à l'élection présidentielle. Lorsqu'on a 25 questions, on va trouver une place dans son agenda pour qu'il revienne. Bonjour Cyril, maître maîtrise le système, mais ça ne sera pas facile parce que le système est verrouillé. Donc, je suppose que ça ne sera pas facile de changer les choses. Bonjour. Le système n'est pas verrouillé. Le système est un système complètement corrompu. Mais est-ce qu'il n'est pas puissant?
Le système n'est pas verrouillé. Pendant les élections législatives, les gars partent aux élections avec presque 60 à 70% de gagnés, parce que dans ces bureaux de vote, il n'y a pas de représentants d'autres partis. Ce n'est pas verrouillé. Les Camerounais ont été zombifiés. Ils disent que bon, il va encore gagner, on ne fait rien. Mais cette fois-ci, on est en train de faire quelque chose. Ils vont perdre, et de façon misérable. Courage, Monsieur Akeremouna. Merci Balafon. Très pertinent ce matin. Un autre message, beaucoup de messages nous parviennent. Hein. Merci pour l'optimisme qu'affiche le bâtonnier à propos de la coalition avec l'échantillon des leaders d'opposition représentatifs. Un autre message, merci Akere, je pense, merci Akere, je pense qu'il peut être président, surtout quand il parle de méritocratie, mais il reste qu'il a bénéficié de l'argent du contribuable pour ses études. C'est quelque chose qui est comporté, qui est complètement faux. D'ailleurs, en sixième à l'époque, on avait les bourses et mon père a pris cet argent pour envoyer à notre enfant. Toutes mes études ont été faites, payées par soit mes frères, par le travail. Aux États-Unis, je travaillais quasiment comme manœuvre dans une bibliothèque pour payer mes études, partie de mes études. Et à Londres, bon, c'est mon président, mon frère. Donc, je n'ai jamais bénéficié, n'est-ce pas, de l'argent de l'État pour quoi que ce soit. Même des voitures de l'État, j'ai même des problèmes pour qu'on me dépose à l'école parce que mon père me disait c'est bon le premier toi, il raconte tout le monde. Avez-vous été consulté par le président Biya pour être ministre dans son gouvernement, comme certains le prétendent? Vous avez décliné l'offre? J'ai été consulté par des personnes qui travaillent pour lui. Combien de fois? Plus d'une fois. À quel poste? Bon, écoutez, quand même, ne me demandez pas trop. Ça va. La fun. And we have a message in English which says, thank you very much, Barrister Kerry. Telling right, telling true, like the word, all of them should get out. We all pray for that. We're tired of those old people who don't think again good for this country. And this message is from a listener. His name is Clement. So that's what he thinks, that all of them have to get out. Ah, Clement, you're my man. We will work together. Alors, merci infiniment, Tina, c'est bon, c'est toi qui... Oui, okay. c'est bon. Merci infiniment, Bâtonnier, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. L'ambiance dans ce studio était électrique. Et vraiment, c'est des personnes comme vous qui font un travail, qui font avancer le pays, qui activent un débat citoyen. Et que Dieu vous garde. Et merci pour m'avoir invité. Alors justement, une pour la route, ce serait de savoir... Vous lorgnez la présidentielle, mais est-ce que vous ne serez pas tenté également de conduire, comme Cabral Libi va conduire l'univers, le parti univers, qui n'est pas son parti, mais en tant que présidentiel, il va conduire l'univers aux élections de proximité, dans mairie et député. Est-ce que vous ne ferez pas la même chose pour avoir au moins à l'Assemblée nationale la couleur de votre parti pour légiférer? Je pense que si ces élections sont organisées simultanément, elles devraient venir avant les présidentielles. Justement, mais voilà, je ne pense pas, mais tout le monde est d'accord, et moi aussi avec, que ces élections vont être envoyées. On n'a ni la capacité financière, ni la capacité structurelle pour les organiser. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Parce que... Écoute, je ne peux pas dire que je suis sûr, ça c'est mon avis. Je pense que... Le président Biya peut nous surprendre à tout moment en convoquant le corps électoral. Qu'allez-vous faire? Mais écoute, moi je vous dis, si le corps électoral est convoqué maintenant, pour les municipales et les législatives, c'est pas possible de faire tout ça à la fois, à ce qui me concerne. Donc, vous avez dirigé un pays avec une assemblée qui a d'autres couleurs, vous allez vous en sortir. Est-ce que vous ne voulez pas avoir aussi quelques députés, comme certains sont en train de le faire? De toutes les façons, qu'il soit clair. En novembre, quand je vais prêter serment, cette assemblée-là va être dissoute. Il faut changer les textes, il faut notre système. Ce système de liste là, de l'escroquerie, ça va être différent. Et vous, peut-être Cyril, toi Cyril, tu pourras même aller compétir comme un indépendant dans ton village. Tout ça là, ce système se fait, n'est-ce pas, pour noyer le pays. Donc, si je suis président, quand je serai président en novembre, l'assemblée qu'ils ont là va être dissoute. Élue nouvellement ou prorogée et va être dissoute. Parce que ces textes-là qui ont permis l'exclusion de ce système, de ceux qui y sont, c'est un texte qui n'a pas lieu d'être. Les auditeurs rêvent d'un duel Joshua-Chi à Keremouna. Vous serez prêt à venir sur Balafon? Parce que moi, écoute, vous avez des idées. Je suis un avocat de 40 ans d'expérience. Le contradictoire, c'est mon métier. Merci.